Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour 23 de la room Advent of Cyber 2023 de Try Hack Me. Alors c'est terminé, comme j'ai dit dans la vidéo du jour 23 de comment ça s'appelle, de OSINT. J'ai pas pu faire les vidéos, tourner les vidéos lors de la journée du 23 et du 24 parce que c'était les fêtes et j'étais pas chez moi. Et du coup, je récupère tout maintenant, même si c'est un peu trop tard. C'est mieux que s'il y avait pas du tout de vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, ça va parler d'offensif et on va voir l'authentification. Alors, ils appelaient ça Coerced Authentication. Donc, en gros, c'est de l'authentification forcée via le protocole NetNTLM. Donc, ici, on va comprendre un peu au niveau des objectifs de la room. On va voir les bases d'un partage de réseau de fichiers, enfin des shares, quoi, les partages de fichiers. On va voir comment fonctionne l'authentification avec NTLM, comment l'attaque, du coup, pour forcer l'authentification fonctionne, comment on peut utiliser Responder, qui est un outil, on verra ça après, pour performer l'attaque. Et on verra ensuite comment faire l'attaque en utilisant des fichiers de type LNK, qui sont des liens, donc link, sous Windows. Donc on a besoin d'être sur la VM, je le suis actuellement. À droite, on peut voir que je suis connecté sur le VPN. Si je fais un IP A, on peut voir que je suis bien connecté. C'est l'adresse IP de ma machine sur le VPN TryHackMe. Voilà, donc là il y a beaucoup de blabla. Ils nous disent oh c'est bien le sharing, donc le partage de fichiers, c'est important dans les entreprises. Il n'y a que ça, il y en a partout. Parce que ça permet de collaborer, tout ça, tout ça. Et ils nous disent que par contre, faut faire attention parce que très souvent, il n'y a pas les sécurités nécessaires qui sont mises en place directement sur ces shares, et ça peut laisser place à des attaques. Là, ils en citent notamment deux. Soit l'attaquant il a accès en lecture seulement, et du coup, il peut exfiltrer des données sensibles, ou alors il peut écrire des choses dessus, et là, il peut faire beaucoup plus de dégâts parce qu'il peut potentiellement, alors ils disent réécrire par-dessus des fichiers sensibles, ou alors upload des malwares ou ce genre de choses. Ou bien, comme on va le voir juste ici, dans cette room, faire différentes attaques, notamment avec NTLM, l'authentification NTLM pour récupérer des informations. Ou même carrément un accès. Alors ils nous disent que ici, dans l'Active Directory, qu'on a vu jour 11, il y a deux moyens d'authentification, soit avec Kerberos, soit avec NTLM. Et ils nous disent que du coup, bon, quand on dit NTLM, en fait, c'est pas quand on dit le protocole NTLM, c'est pas vraiment la bonne façon de parler, la bonne façon de dire le truc, le terme. C'est, on pourrait dire net NTLM pour le protocole. Mais avant de partir par rapport à ça, il va nous parler très, très brièvement du protocole SMB, donc serveur message block. C'est un protocole qui permet de faire de l'échange de fichiers entre un client et un serveur. Le client va se connecter sur le serveur donc le serveur possède des fichiers ou n'en possède pas, et le client va soit aller récupérer des fichiers sur les serveurs pour les télécharger, soit va pouvoir aller les uploader sur le serveur. Une fois qu'on a ça, c'est à peu près tout. Et là, ils nous disent que la plupart des protocoles SMB, au niveau de la sécurité, c'est un peu catastrophique, parce qu'il y a eu pas mal de très grosses, très très grosses, vous avez très certainement déjà entendu parler d'Eternal Blue, bon, un exemple parmi tant d'autres, de vulnérabilité SMB qui permettait de prendre le contrôle total à distance d'une machine Windows qui avait SMB d'activer sans avoir besoin de faire quoi que ce soit en fait. Je crois que c'était même pas SMB d'activer, bon je sais plus. En tout cas, ça attaquait le protocole SMB pour réussir à compromettre totalement la machine. On n'avait pas besoin de mot de passe, rien, ça pouvait être fait à distance. Donc c'était une très très grosse attaque. Donc voilà comment fonctionne le NetNTLM. Donc en fait, quand un utilisateur va vouloir s'authentifier vers un serveur, il va lui envoyer en fait ses identifiants. Mais il ne va pas les envoyer en clair, il ne va pas envoyer son username et son mot de passe. Il va juste chiffrer. Alors, l'utilisateur veut envoyer des données au serveur, donc du coup, le serveur va lui dire ok, vas-y, tiens, je te donne un challenge. Le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer le challenge avec un dérivé
de son mot de passe. Donc en fait, c'est le hash de son mot de passe. Alors, je sais plus si c'est le hash, si c'est totalement le hash ou s'il y a une combinaison avec le user et le hash, quelque chose comme ça. Donc, ensuite, donc, il lui renvoie. Le serveur, il va demander au domaine contrôleur qui, lui, possède le hash de l'utilisateur pour vérifier que le challenge est bon. Si le challenge est bon, il lui renvoie l'information comme quoi c'est good. Et ensuite, le serveur va lui dire OK, tu peux accéder aux informations. Et du coup, l'utilisateur peut accéder aux ressources du serveur. Ça, c'est classique, comment ça fonctionne. Mais maintenant, on peut utiliser un outil qui s'appelle Responder, qui a été développé encore une fois par un Français, Cocorico. Au niveau sécurité informatique Windows, la France est vachement bien placée. Voilà, donc Digandix, on peut voir qu'il y a pas mal de stars, et en plus ça a été fort parce qu'avant c'était sur Spider Labs, qui avait également 4200, donc en globalité ça fait du 10 000 étoiles, donc c'est vraiment un gros outil. On peut voir qu'ils d'ailleurs ils sont très régulièrement mis à jour, toujours, hein. 530 commits, dernière mise à jour il y a 20 minutes, donc voilà. Et en fait, cet outil, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre d'intercepter le challenge qui va être envoyé par le client. En fait, on va se faire passer par le serveur. C'est-à-dire que nous, on se met en man in the middle, en attaque d'homme du milieu, on se met au milieu, et en fait, quand l'utilisateur va vouloir s'authentifier au serveur et va lui envoyer le fameux challenge, alors je ne sais plus si c'est la toute première étape ou si c'est la seconde, mais en tout cas, quand il va vouloir envoyer ces informations au serveur pour que le serveur en puisse ensuite envoie au domaine contrôleur, eh bien, on va intercepter la chose, on va récupérer son hash et on va pouvoir potentiellement le craquer s'il est assez faible. Donc là, il nous explique un petit peu, voilà, bidule. Donc sur un LAN réel, Responder va essayer d'empoisonner tout ce qui est LLMNR, NetBIOS, Name Service et tout ce qui est Web Proxy Auto-Discovery, les WPAD. Et ensuite, par rapport à ça, on va potentiellement réussir à voir sur le réseau les requêtes qui passent et les intercepter pour, soit comme j'ai dit, soit faire du brute force si on a de la chance, si le mot de passe est assez faible, soit on va pouvoir ce qu'on appelle faire du relais, c'est-à-dire qu'on intercepte tout le challenge et au lieu d'essayer de le craquer, on va le renvoyer nous-mêmes au niveau du serveur pour que ce soit nous qui ayons l'autorisation, comme si en fait on va se faire passer pour le client, pour avoir accès directement aux ressources à la place du client. Et en fait, bon là c'est ce qu'ils nous disent, hein, ils nous expliquent un peu tout. Et ensuite, du coup, on va utiliser ce qu'on appelle alors, coercion, le fait de coercing, donc c'est le fait de forcer de l'authentification. Et grâce à ça, on va utiliser, enfin, pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle NTLM Theft. Désolé mon accent. Qu'est-ce que c'est? C'est un script Python assez classique, vous voyez, qui date d'il y a 4 ans, 800 stars. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ça va créer plein de fichiers différents. Alors, soit on peut spécifier ce qu'on veut, soit ça va nous en créer toute une liste. Des fichiers qui vont être ensuite, enfin, qu'on va devoir uploader sur la victime. Et quand la victime va cliquer sur soit un document pour l'ouvrir, soit juste un lien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, alors dedans, ça va mettre un lien, enfin on va spécifier notre adresse IP avec notre répondeur qui tombe dessus, et ça va faire que le client, en fait, au lieu d'envoyer les informations pour s'authentifier au serveur, il va les envoyer à nous. Comme on a un répondeur, on va pouvoir récupérer les informations et ensuite les exploiter. Donc, de manière très simple, alors répondeur, je vous ai montré juste avant le GitHub. Pour l'installer, je crois que c'est pas très compliqué, il y a quelque chose à faire. Ça doit être indiqué de toute façon comment faire. De toute façon, il y a plein d'articles, c'est un outil qui est vraiment très connu. Donc vous n'aurez aucun souci à trouver des informations pour l'utiliser. Là, on voit que finalement, c'est un script de Python. Il n'y a absolument rien à installer normalement. Ok, donc ça c'est good. Ça, pareil, comme c'est un script Python, il n'y a rien à installer. On a juste à l'utiliser. Et on va voir un peu comment ça fonctionne. Alors là, ils nous disent que ici on peut le trouver dans ce répertoire-là si jamais on utilise l'attack box. Moi, c'est pas mon cas. Du coup, j'ai fait un git clone pour le récupérer. Et là, je suis actuellement dedans, voilà. Donc si je vais dedans, un ls, je vois que j'ai mon script qui est ici, qui est prêt à être utilisé. Donc,
On va récupérer à peu près la même chose qu'ils nous disent. Donc là, ça nous permet en fait de générer un fichier donc qui s'appelle de type LNK, donc c'est un lien sous Windows. On va spécifier l'adresse de notre machine attaquant. Et là, bon, je vais enlever ça. Ça permet juste de dire, ok, tu vas créer un répertoire qui s'appelle Stealthy et tu vas stocker dedans le lien qui s'appelle stealthy.lnk. Donc ça, je crois qu'on peut le supprimer. Non, on est obligé de le mettre. Bon, bah, je vais le mettre quand même. Hein. Hop, voilà, je vais mettre celle-ci. Ok. Génération complete. Donc là, on peut voir que si je vais là-dedans, j'ai un celle-ci. Si je fais un ls, on peut voir que j'ai ça. Alors malheureusement, si on tente pardon, de voir ce qu'il y a dedans, c'est un fichier qui n'est pas reconnu. Enfin, c'est pas des données lisibles comme ça, de données. Du coup, ça va être compliqué, mais on peut tenter de lancer un strings dessus. Alors, c'est celle-ci, du coup. Celle-ci, LNK. On peut voir qu'il y a des choses qui apparaissent, notamment Windows, CD, Windir, voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites. Et en fait, quand le client, quand la victime va cliquer sur le lien, on va essayer d'aller là-dessus, et bien en fait, comme on a spécifié notre adresse IP ici, ça va envoyer une requête, enfin ça va envoyer une authentification NTLM à nous qui avons lancé Responder sur notre machine. Et grâce à ça, on va pouvoir récupérer les informations. Donc ici, une fois qu'on a généré le fichier, il faut l'uploader sur la machine distante. Donc, moi, il s'appelle Stealthy LNK. Je suis dans le bon répertoire. Je vais me connecter en guest sur la cible. Je l'upload, donc putting file, machin, ok, on est bon. Je peux quitter. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer sudo /responder. Je vais lancer responder en spécifiant l'interface en tune 0 parce que je suis en VPN. Je spécifie mon mot de passe. Voilà, et on peut voir que du coup, tout ce qui est SMB server, l'authentification, voilà, on va poisonner, enfin on va tenter d'empoisonner toutes les requêtes LLMNR qu'on avait vues, NetBIOS, également du DNS. Et ça, de toute façon, les options, on peut les activer ou les désactiver dans le fichier de configuration. On voit au niveau, alors là j'ai plus la page, mais dans le GitHub, on a un fichier de config qui s'appelle responder.conf où on peut activer et désactiver les choses. Donc nous, SMB server, c'est ce dont on a besoin. Donc là, on lance. Et ensuite, on va attendre. Alors, ils nous disent qu'on peut récupérer aussi ça avant, parce que ça va être les... comment ça s'appelle? Ça va être les... ce qui va servir... alors attendez, elfshare, dire... Voilà, grid keys, ça va être les mots de passe qui vont pouvoir être utilisés pour ensuite brute force. Donc on get, on peut exit. Là, si je fais un cadre de grid machin, on peut voir que voilà, j'ai une liste de potentiels mots de passe qui vont être utilisés une fois qu'on aura réussi à récupérer totalement la tentative d'authentification de l'utilisateur. Alors, je ne sais pas s'il faut attendre longtemps ou s'il y a un truc que j'ai mal configuré. Je crois que c'est bon, sinon on se retrouve une fois que c'est arrivé. Ok, me revoilà donc. Ici, ça fonctionne. J'ai utilisé l'attack box. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, comment ça s'appelle? Mon répondeur doit être beaucoup trop vieux. Et j'avais dû faire la room. Parce que ça fait plus d'une semaine, je me rappelle plus comment je l'avais fait. Apparemment, j'avais dû la faire du coup sur l'attack box parce que j'avais réussi à la faire. Mais sur mon truc, il faudra que je mette à jour mon répondeur parce qu'il est plus du tout à jour. Et vous voyez, j'ai des messages d'erreur comme ça. Voilà, ici c'est 2.3. Alors que là, je crois que c'est 3. Quelque chose. Voilà, 3.1. Donc forcément, le mien n'est plus du tout à jour. Donc forcément, il y a des erreurs. Et voilà, on est censé retrouver quelque chose comme ça. Donc on va récupérer tout ceci. On va le copier. On va le mettre dans nano h.txt. Alors, txt. On va le mettre sur cette ligne, enregistrer, et on va lancer John the Reaper. Alors moi, il est dans opt
John, run John. On va spécifier la word list qui est égale à greedykeys.txt et on va tenter de brute force qu'il y a dans le hash. Opération not permitted, effectivement, il faut que je sois en sudo. On relance ça. Il me demande mon mot de passe. Et on a réussi à brute force le password qui était greedygrabber1. Et du coup, on a réussi, la machine a terminé. Et normalement, on va devoir se connecter ensuite sur le dashboard de l'administrateur avec RDP en utilisant admin son mot de passe par exemple. Et ensuite réussir à aller sur son desktop et récupérer le flag en faisant un type du flag.txt et on récupère la chose. Bon, alors je ne vais pas le faire parce que c'est juste inutile, ça prend du temps pour rien, mais vous avez l'idée de la chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la dernière qui est celle pour le jour 24. On fera du forensic, voilà, sur un smartphone. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.